Moi je dis souvent, je suis un marginal. J'ai fait le choix d'avoir des enfants. Je me considère apte à les éduquer et j'ai décidé de consacrer du temps à les éduquer. Voilà, je suis un marginal. Parce que éduquer ses enfants est devenu quelque chose, non, c'est une affaire de spécialistes. On doit confier à des spécialistes, des gens diplômés qui ont étudié, on doit leur confier nos enfants. Mais ça, évidemment, c'est nouveau dans l'histoire, mais en plus, on est obligé, nous, de se réinventer des noms. Dans l'agriculture, c'était la même chose. Il y avait des gens qui plantaient des graines, ça donnait des salades. Bon, ça marchait, c'était comme ça. Et puis un jour, on y a mis des engrais, on y a mis tout un tas de choses qui font que on a appelé ça l'agriculture traditionnelle. L'agriculture aujourd'hui, l'agriculture traditionnelle, c'est l'agriculture chimique. Et alors la personne qui a voulu planter une salade et une graine pour que ça donne une salade a dû se réapproprier un vocabulaire et a dû trouver un nouveau mot pour expliquer l'agriculture normale finalement. Et on a appelé ça l'agriculture biologique. Alors le mouvement d'éducation en dehors de l'école, alternatif, éco-éducation, ou on l'appellera comme on veut, on doit se réapproprier, on doit réinvestir le vocabulaire pour ne pas se le faire piquer par l'élevage de masse, pour reprendre le concept de l'agriculture de masse. L'éducation normale, c'est une éducation scolaire de masse qui se passe assis, enfermé. Ça c'est le normal. Comme l'agriculture industrielle, finalement chimique, est devenue, s'appelle aujourd'hui l'agriculture traditionnelle. Donc si on veut replanter une graine en attendant que ça donne une salade ou une carotte, on ne peut plus dire je fais l'agriculture. Parce que l'agriculture, la normale, c'est celle qui est chimique. Alors il a fallu réinventer un mot, on appelle ça l'agriculture biologique. Ben nous, il faudrait dire qu'on fait de l'éducation bio, je ne sais pas. En tout cas, qu'on est en train de faire l'éducation telle qu'elle s'est toujours faite. Donc il faut se réapproprier finalement le concept d'une éducation libre et pas confiée à des spécialistes de l'éducation parentale finalement. Si je dis je fais l'école à la maison, c'est faux, c'est pas ça que je fais. Je ne reproduis pas le système scolaire dans le cadre strict de mon domicile. C'est pas ça que je fais. Ça ne désigne en rien mes pratiques. La commission scolaire tente d'évaluer l'expérience éducative de mon enfant à partir de son propre cadre de référence, là je suis beaucoup moins d'accord évidemment. Donc la DPJ vient, si elle voit que mon enfant est bien traité, qu'il ne souffre pas, alors nous n'aborderons pas avec la DPJ les questions pédagogiques, c'est pas leur métier. Je veux bien les aborder avec la commission scolaire, mais à condition qu'elle ne tente pas d'évaluer mon enfant au regard de ses propres critères. Est-ce que vous avez abordé le théorème de Thalès? Non, mais on revient de 8 mois en Inde. Alors l'équivalence se fait comment? Voilà, donc dans la loi est très très ambiguë, c'est même pas du français, quand on faudrait la faire analyser par un linguiste, là, mais la loi est tellement tarabiscotée, tellement tordue que la phrase même ne tient plus la route. Mais on dit, bon, il faut que l'enfant ait vécu une expérience équivalente, évaluée par la commission scolaire. Mais alors c'est quoi une expérience équivalente? C'est drôle ça si on réfléchit, parce qu'équivalent voudrait dire de même valeur. Mais c'est quoi la valeur de l'éducation scolaire? Quand quelqu'un dans les débats veut paraître ouvert à la question, mais quand même soulever le problème, souvent il va dire bon d'accord, bon ok, je comprends que d'un point de vue pédagogique, c'est plus facile d'éduquer un enfant que 25. Donc là, ok, on t'accorde le point pédagogique, mais quand même, socialement, comment il va se faire des amis cet enfant-là? Et alors, effectivement, donc c'est la question qui paraît être intelligente et qui est la plus répandue. Mais à l'analyse, elle est très curieuse cette question-là. Elle est même très bizarre dans le sens où historiquement, l'école a été constituée en suivant deux tendances. Une première tendance qui était plutôt religieuse, où on disait le diable va chercher les enfants dans le ventre de leur mère
Et donc cet enfant né du péché, il est hors de question qu'on le laisse comme ça, livré à ses pulsions, à ses passions, à la sortie du ventre de sa mère et à ses caprices. Non, non, il faut d'abord le dresser, le redresser, et ensuite il sera prêt à aller dans la société. Et on va faire ça dans un endroit isolé. Soit on a une vision très rousseauiste dans l'histoire de l'éducation, où on dit mais non, mais c'est l'homme qui corrompt l'homme, donc un enfant pur, issu de la nature, il ne faut pas le soumettre au souffle des valets, les derniers des hommes après leur maître, disait Rousseau. il faut l'isoler pour pas qu'il soit contaminé par cette société qui pourrit tout. Alors là aussi, il faut l'isoler. Donc finalement, les deux courants quasiment vraiment opposés ont mené à la même conclusion. L'enfant doit être isolé dans des endroits fermés, grillagés, avec des codes pour entrer. Si on veut rentrer dans une école secondaire, je ne peux pas rentrer dans une école secondaire. Donc on pourra appeler ça des oasis, des sanctuaires, des prisons, comme on voudra, mais n'empêche que l'enfant est dans un espace clos, compartimenté. Chaque espace a sa fonction. À l'intérieur de chaque espace, chacun garde son rang. On ne s'assoit pas à la place du professeur. Les enfants entre eux, évidemment, on a pris soin que le groupe soit homogène. On a enlevé les sourds, les aveugles, les autistes, les trisomiques. Malgré qu'aujourd'hui... Oui, il y a tout un débat par rapport à ça, mais n'empêche, il y a même des... Oui, mais il y a aussi le débat, il y a des classes où on aura mis les filles d'un côté, les garçons de l'autre, etc., etc. Donc, on va essayer d'avoir des groupes homogènes, tous du même âge. Tu vois, c'est une logique qui est curieuse. Hein. On n'a pas le même âge, là. On ne devrait pas se parler, dans la socialisation scolaire. Et alors, évidemment, dans cet espace complètement artificiel, où non seulement les enfants n'ont à peu près pas le droit de se parler entre eux, mais en plus ils sont en concurrence, eh bien ces gens-là qui mettent leurs enfants là, se retournent vers nous en disant « Mais comment allez-vous socialiser vos enfants ?» C'est un peu curieux comme question. Parce que mon enfant est socialisé de la même façon que moi je suis socialisé. Il va déjeuner au petit café du coin, on est allé faire du pain chez le boulanger de la rue Ontario, chez Jérôme, on est allé... donc nous on va pas chercher des croissants, on va chez Jérôme. Donc il est socialisé, et il a des amis, il a tout un réseau, le voisinage, donc l'enfant est socialisé de façon naturelle, de la même façon que n'importe qui se socialise. Qu'est-ce qui en fonde la socialisation de nos enfants à l'intérieur de l'institution scolaire? Quand on est c'est pas un secret maintenant, on en parle dans les journaux chaque semaine de la violence à l'école. Alors, c'est peut-être un signe qu'il y a un gros échec au niveau de la socialisation des enfants. On questionne pas l'institution quand tu parles d'humanisme. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et on voit plutôt les preuves du contraire à l'école. Les gens qui sont enfermés, finalement, je vous renvoie au fameux livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, qui est un livre sur les prisons. Et il regarde comment les institutions enferment les gens, donc autant dans les hôpitaux que dans les prisons, que dans les écoles et dans les casernes. Et on voit que finalement, les processus disciplinaires de création d'un espace discipliné sont les mêmes. Donc voilà, ces enfants-là enfermés se retourneraient vers les enfants qui sont dehors, pas dans ces prisons-là, et qui leur demanderaient, mais alors, comment fais-tu pour te socialiser? Comment fais-tu pour être libre? Un peu curieux comme question. Dans ces environnements fermés-là, on n'a pas le choix. Tout est sous contrôle de l'enseignant. Comme on doit se réapproprier, je disais, le vocabulaire, alors cherchons le bon mot. Alors, est-ce que les parents qui éduquent leurs enfants dans leur cercle familial, finalement, alors qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils instruisent? Est-ce qu'ils éduquent?
Est-ce qu'ils enseignent? Est-ce qu'ils forment? Il faut qu'on trouve le bon mot. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est de l'instruction, bon, on ne sait pas. Alors, il faut trouver un mot. Moi, en ayant fait un petit peu une recherche là-dedans, je pense que le mot éducation est le plus large et le mieux adapté. Où est-ce que ça se passe? Dans quel lieu? Parce que tous les mots, école à la maison, éducation à domicile, donnent un lieu. Et la maison, le domicile, ça marche pas parce qu'on n'est pas ça. Oui, bien sûr, on peut rapprocher de domicile à domus, au nom de domaine. Ça pourrait être l'équivalent du oikos grec, etc. Mais disons que dans l'acceptation, courante, domicile, c'est la maison, c'est le logement. Donc, vu que les parents utilisent non seulement toutes les richesses, il faut une sélection dans tous les possibles de l'environnement et dans tous les possibles de la sphère sociale. Finalement, ils éduquent leurs enfants plus que dans leur maison, dans leur habitat, au sens écologique du terme. L'habitat de la grenouille et l'ensemble des conditions qui favorisent le développement harmonieux de la grenouille. Donc, c'est une éducation dans l'habitat, dans l'oikos, donc éco-éducation. Voilà moi le terme finalement que je préfère. Le problème effectivement c'est que ça exige une sorte de temps plein. Les parents se consacrent à ça à temps plein. Certains le vivent ça très bien, d'autres un peu moins. Moi je serais plus pour un partage. On est 3-4 familles d'une proximité géographique. Mais toi tu prends les 4, 5, 6 enfants le lundi parce que tu as telle compétence et que tu vas leur faire de l'informatique parce que toi tu t'y connais en informatique. Moi je connais rien en informatique, mais je peux les prendre mardi pour faire des sushis, etc. Donc finalement, non seulement ça libère du temps pour les parents, mais ça permet de jouer sur les compétences de tout le monde. Donc on a créé avec une amie enseignante, Valérie Blanchette, un modèle de comment on pourrait s'organiser à quelques familles pour faire ça. Mais l'enquête en fait de Christine Brabant a montré que non, c'est pas des gens qui ont un niveau d'études exceptionnel, ni un niveau de salaire, c'était des salaires entre 40 et 60 000 $ par an, je veux dire, qui n'est pas la marque d'une bourgeoisie extrême, là, ni et des niveaux d'études qui tournaient autour du cégep, là, donc qui n'est pas la marque d'un intellectualisme extrême non plus, là, je veux dire. Donc non, c'est des choix de vie, c'est beaucoup de choix de vie.